on vous remercie beaucoup de votre présence. C'est un très beau spectacle. D'habitude, n'est-ce pas, Sartor? Là, c'est pas le même chaque année. Gilles, je ne sais pas si vous avez connu le violoncelliste Gilles Sonny Cotra, qui est décédé hier et qui était violoncelliste. Alors voilà, là Stéphano va jouer de la contrebasse, mais il est aussi violoncelliste. Et oui, Gilles, ouais, ah ben oui, je t'ai pas dit. Saint-Gérand-de-Puy, c'est l'habité Saint-Gérand. Voilà, et c'est un très grand artiste. Il est venu chez moi. Peut-être que tu le connaissais, Jean-Pierre, parce qu'il habitait QC pendant longtemps. Il était prof de musique. Il était directeur de l'école de musique de QC. Il avait réformé l'école, il avait une idée très riche de la pédagogie. C'était un grand pédagogue et un grand violoncelliste. Oui, un grand pédagogue. Bon ben voilà, bon spectacle. Et à tout à l'heure, on vous reçoit tous avec ce que vous avez apporté, ce qu'on a préparé. Et voilà. Merci à vous. Je pense que c'est à moi, puisque on était introduit. Pierre Michon, né en 1945, dans la Creuse, à Mourioux, et il a été d'abord professeur de littérature, et assez tard, en 1984, il a fait paraître ce petit livre qui s'appelle « Vie minuscule ». Voilà. Et le texte que je vais vous lire, en compagnie de Stéphano Fogger, qui jouera de la contrebasse, lui, et pas du violoncelle, est extrait donc de ce livre, c'est la vie d'Antoine Peluchet. Et c'est Antoine Peluchet, Pierre Michon commence par raconter comment il l'a connu, comment c'est venu à sa connaissance. Et donc, je vais essayer de devenir un peu Pierre Michon pour vous dire ce qu'il a dit dans ce début de texte en s'adressant à son lecteur. Il commence par dire qu'à Mourioux, donc là où il est né, dans ses premiers âges, il arrivait, lorsque j'étais, maintenant je vais dire lorsque j'étais malade, que ma grand-mère, pour me divertir, allait chercher les trésors. J'appelais ainsi 2 boîtes de fer blanc, naïvement peintes, cabossées, qui avaient jadis contenu des biscuits, mais qui recélaient alors de toute autre nourriture. Ce qu'en tirait ma grand-mère, c'était des objets précieux et leur histoire, de ces bijoux transmis qui sont en mémoire aux petites gens, des généalogies compliquées, pendaient avec des breloques aux chaînettes de cuivre, des montres étaient arrêtées sur l'heure d'un ancêtre. Parmi les anecdotes courant sur les grains d'un chapelet, des pièces portaient avec le profil d'un roi le récit d'un don, et le don manant du donateur. Et le mythe inépuisable authentifiait son gage limité. Le gage luisait faiblement au creux de la main d'Élise, ma grand-mère, dans son tablier noir, améthyste ébréché ou bague sans chaton. Le mythe que déversait benoîtement sa bouche suppléait le chaton des bagues, épurait l'eau des pierres, prodiguait toute la joaillerie verbale qui éclate dans les étranges noms propres des aïeux, dans la 100e variante d'une histoire qu'on connaît, dans les motifs obscurs des mariages, des morts. Pour moi, pour Élise, pour nos secrètes palabres, il y avait au fond d'une de ces boîtes la relique des Peluchets. C'était le trésor le plus anodin, mais le plus précieux. Élise manquait rarement de le prendre après tous les autres comme le mieux aimé des lards. Et comme tel, il était plus que les autres, archaïque, simplet, d'un art rude et nu. Mais son apparition me causait, après une trouble attente, une sorte de malaise et une poignante pitié. J'avais beau le regarder, il n'était pas à la hauteur du récit profus qu'il déterminait chez Élise. Mais son insignifiance le faisait déchirant, comme ce récit, vous allez voir. Dans l'un et l'autre, l'insuffisance du monde devenait folle. Quelque chose se dérobait sans cesse que je ne savais lire et je pleurais ma défectueuse lecture. Quelque mystère
s'y éclipsait d'un saut de puce, y avouait l'allégeance divine pour ce qui fuit, s'amenuise, se tait. Ah, je ne voulais pas que cela fût. La main lâchait heureusement la relique, se blottissait dans la main d'Élise. La gorge nouée, suppliant, je cherchais ses yeux. Peine perdue. Elle parlait, les yeux requis au loin, par on ne savait quoi, que j'avais peur de voir. Mais c'était aussi des robades dont elle parlait, des corps disparaissants, de nos âmes toujours en fuite, des absences visibles dont nous suppléons l'absentéisme des êtres chers, leur désaffection dans la mort, dans l'indifférence, les départs. Ce vide qu'il laisse, elle le fécondait des mots pressés, jubilants, tragiques, que le vide aspire comme le trou d'une ruche attire les seins et qui dans le vide prolifèrent. Elle créait à nouveau pour elle-même, pour son petit témoin, pour un dieu des deux magens qui peut-être fondait l'oreille, et pour tous ceux qui dans les larmes avaient à ce jour tenu cet objet, elle fondait et consacrait, comme ses mères l'avaient fait avant elle, et comme moi, je vais les faire ici une dernière fois pour vous, la sempiternelle relique. Les peluchets ont disparu avec le siècle dernier. Le dernier, à ma connaissance, fut Antoine Peluchet, fils perpétuel, perpétuellement inachevé, qui emporta ce nom au loin et l'y perdit. Antoine s'évanouit et devint un rêve. On apprendra lequel. Il avait une sœur aînée, dont ce récit ne parlera pas, car Élise n'en parlait pas. J'ignore le prénom de cette sœur sacrifiée, comme j'ignore le nom du croquant qu'elle épousa, mais je sais que ces deux-là n'eurent qu'une fille, qu'ils appelèrent Marie, et qui épousa un Pallade. Ces Pallades, à leur tour, engendrèrent deux filles, l'une Catherine, mourut sans descendance, j'ai connu cet ancêtre personnellement. L'autre, Philomène, épousa Paul Moricaud, d'Écart, dont elle conçut la seule Élise, ma grand-mère. Et celle-ci, de son commerce avec Félix Gaillardon, ne mit au monde que ma mère, qui accoucha bientôt d'une fille bientôt morte, et puis voilà, de moi. Voilà ce qui me touche dans cette longue théorie d'héritière, fille unique et sage en sarrau sur leur petit béguin. Je suis le premier homme à posséder la relique, depuis Antoine qui s'en déposséda, mais dont elle conserve le nom. Parmi toutes ces chairs de femmes, je suis l'ombre de cette ombre. Depuis si longtemps, un siècle est passé par là, je suis le plus près d'être son fils. Par-dessus tant d'épouser en couche, d'aïeuls enterrés, nous nous faisons signe peut-être. Nos destins diffèrent peu, nos vouloirs sont sans trace, notre œuvre n'est pas. La relique, c'est une petite vierge à l'enfant en biscuit, souverainement inexpressive sous un boîtier de verre et de soie, qui recèle dans un double fond cacheté les restes infimes d'un sein. Cet objet suivit jusqu'à moi la filière que j'ai dite et épousa tous ces noms. Et tous les noms que j'ai dits sont attestés sur les stèles des cimetières de Châtelus, Saint-Gousseau, Mourioux, invariables sous le grand soleil et dans le gel des nuits. Et toutes les chairs variables qui habitèrent ces noms en appelèrent à la relique quand elles durent se confronter avec l'essentiel, quand dans son nid vivant, l'être se heurte à lui-même et de ce heurt paraît ou disparaît. Quand il faut naître ou mourir. Car la relique est un gris-gris. On la porte sur leur lit d'agonie. C'était dans la chaleur des moissons au dehors, quand les hommes en chemise en suée entraient pour pleurer un instant près du moribond et ressortaient dans les forts sous le ciel, la paille et sa poussière, l'abus de vin qui décuple les larmes. Ou en hiver, quand la mort est banale, nue, de peu de goût. On la porta avant que le rien l'emporte. Ils la regardèrent avant de sombrer, l'œil effaré des uns comme l'œil quoi des autres, l'embrassèrent ou la maudirent. Marie, qui rendit l'âme sans un mot, Élise, qui sous mes yeux atermoya 3 nuits, et leurs époux à toutes, tremblants et gouailleurs, qui même sans le souffle bavardèrent
pour dire encore que l'instant fut venu. Il y a donc eu cette Marie qui, cet objet, en sa possession, l'étreignit et cria, comme sa mère avant elle, jusqu'à ce que la petite Philomène, expulsée, à son tour, cria, sans nom encore ni visage. 20 ans plus tard, Philomène l'étreignit et cria, d'un cri à peine différent. Et ce qui était bien près d'être Élise, cria à son tour. Et Élise, 20 ans plus tard, et la petite Andrée, et encore elle, un quart de siècle après, et moi-même, enfin, qui ne relancerai pas la ronde, pas plus que ne devait la relancer Antoine Peluchet, fils de Toussaint Peluchet et de Juliette, qui en accouchait dans les larmes en 1850. Antoine Peluchet naquit au Châtain. C'est un lieu touffu mais pierreux, de vipères, de digital et de blé noir. Des fougères y sont hautes sous des arceaux d'ombre bleue. Des fenêtres du hameau, l'enfant, dès qu'il put voir, vit le clocher surbaissé de Saint-Gousseau, que les mousses rongent et dévitillent, et sur le porche duquel un saint nourricier de bois peint veille, sa chasuble ingénue d'ancien diacre, balayant le flanc noir d'un taureau couché que les gens d'ici appellent le petit bœuf et révèrent. Le diacre est le bon Saint-Gousseau, ermite vers l'an 1000, pâtre exalté, scolastique intraitable, fondateur. La robe du taureau est piquée de 1000 épingles que les filles, rieuses, éplorées, maladroites, y plantent en faisant vœu de trouver l'amour. Les femmes, d'une main plus sûre et déjà lasses, en souhaitant d'engendrer. Comme moi, Antoine, enfant, fut conduit devant ces larves. Dans l'énorme poigne du père, sa petite main se perdait, tendre, hasardeuse. Le père baissait la voix, expliquait dans un souffle le monde inexplicable. Comment les troupeaux à chaude haleine dépendent d'idoles en bois froid. Comment les choses peintes et impavides dans le noir règnent en secret sur les grands champs de l'été, dans un coup d'aile
plus impérieux que l'orbe du Milan, plus décisif que le jet de l'Alouette. Dans l'église, qu'aveuglent les vitraux moussus, la nuit régnait. Le père, enfin, battit le briquet. Les épingles étincelèrent à la fois dans la flamme du cierge. La chasuble frissonna, les mains d'ocre là-haut s'ouvrirent, et révélé, interminable, le regard du saint, ironique et naïf, surplomba l'enfant. Que dire d'une enfance au châtain? Genoux écorchés, baguette de coudre pour tromper les jours et courber les herbes, habits puant la foire et vieillots, monologue patois sous les ombres luxueuses, galop sous les javelles chiches, puis les troupeaux ne varient pas, les horizons persistent. L'été, l'après-midi se tient dans l'œil d'or des poules. Les tombereaux encalminés lèvent le cadran solaire de leur timon. L'hiver, le banc des corbeaux tient le pays, règne sur les soirs rouges et le vent. L'enfant nourrit sa torpeur d'âtre et de gel sonore, lourd, fait s'enlever les oiseaux lourds, s'étonne que ses cris s'embuent dans l'air glacé. Et puis, un autre été vient. Ses parents, je suppose, aimaient cet enfant tardu. Juliette a des silences, un pain sous le bras, elle s'arrête, elle pose un seau sur le seuil, et la pierre plus grise boit l'eau fraîche. Ou, activant le feu, elle tourne la tête, une joue resplendit, quand l'autre sombre. Elle regarde le Jésus, le petit larron, le dernier des peluches. Le père est grand, on le voit tout petit dans les champs et déjà il sent quand la porte, haut comme le jour, et tout d'ombre, avec le joug sur l'épaule ou son fusil à pierre. Et il tend à l'enfant un ramier, une poignée de genêts. Il est aimant. Un jour, il fait à Antoine des sifflets d'écorce fraîche. Paul nous tremble. Le gros couteau a des précisions d'aiguille. La sève perle au bois nu. Dans la main rocailleuse, le sifflet est léger comme une plume, fragile comme un oiseau. L'enfant sérieux siffle avec application. Le père a une grande joie. Enfin, il est brutal. Il y a à Saint-Gousseau un maître d'école ou un curé frotté de culture qui la dispense. Dès novembre, dans le roide de janvier jusqu'au bout de mars, l'enfant au petit jour emporte sa bûche, s'installe dans l'odeur de soutane et celle galeuse des enfants villageois. Année sur année, il apprend des bricoles. Que les mots sont vastes et qu'ils sont douteux. Que l'herbe au gueux s'appelle aussi clématite. Que les 5 herbes de Saint-Jean dont on fait les croix clouées aux portes des étables sont aussi bien herbe Saint-Roch, herbe Saint-Martin, Sainte-Barbe, Sainte-Fiac, Molène, Scabieuse et même Circe. Que le patois n'est pas coextensif à l'univers et le français pas davantage. Que le latin n'est pas que le violon des anges, qu'il porte des présences, nomme la joie qu'on éprouve à dormir et celle qu'on goûte à s'éveiller, suscite l'arbre et l'orée aussi bien que les plaies du Seigneur, et est lui-même insuffisant. Enfin, peut-être est-ce là la même chose, que sont d'or d'autres objets que les ciboires, les alliances, les louis. Je n'invente ici rien. Il y a, dans le grenier d'Écart, une cantine qu'Élise appelait la caisse du châtain, où dort la maigre trace chue de la maison Pelucheur.
Parmi des almanachs de berger, quelques menus de noces et de vieilles factures accusant réception de barriques ou de cercueils, des bouts de chandelle, 3 livres me sont témoins. 3 livres incongrus et merveilleusement justes, où l'univers presque se tient en son entier, 3 impensables livres qui portent le paraphe maladroit, lisible à l'excès et en pleine page d'Antoine Peluchet. Ce sont, dans une édition de colporteur, Manon Lescaut, une règle de Saint-Benoît craquante et un petit atlas. L'enfant grandit, le voilà adolescent. Les livres sont déjà ou non en sa possession, peu importe. Ses habits, eux, puent toujours la foire. Sous la casquette, il a 2 grands yeux sombres qui fuient. Et probablement une âme excessive, affamée, et n'ayant à dévorer qu'elle-même, d'emblée découragée. Il est aussi grand et fort que son père, mais ses bras ne lui sont de rien. N'étreigne pas, voudrait briser et retombe. Il faut alors imaginer que le père, perçu chez le fils, et dès lors n'en finit plus de percevoir quelque chose. Geste, parole, ou plus vraisemblablement silence, qui lui déplut. Une pesée trop légère au mancheron de la charrue, une paresse à vivre. Un regard qui demeurait obstinément le même qu'il se posa sur des seigles parfaits ou des blés où s'est roulé l'orage. Un regard pareil à la terre innombrable est toujours la même. Or, le père aimait son lepin, c'est-à-dire que son lepin était son pire ennemi et que, né dans ce combat mortel qui le gardait debout, lui tenait lieu de vie et lentement le tuait. Dans la complicité d'un duel interminable et commencé bien avant lui, il prenait pour amour sa haine implacable, essentielle. Et sans doute le fils rendait-il les armes, parce que la terre n'était pas son ennemi mortel. Son ennemi à lui, c'était peut-être l'alouette, volant trop haut et trop bellement, ou la vaste nuit stérile, ou les mots qui flottent autour des choses comme des défroques achetés en foire. Et à quoi dès lors se mesurer? Il y eut cette nuit terrible. Je ne doute pas que ce fut au printemps, en l'absence de lune, sous le charme pesant des foins et d'un ciel de rossignol. Les hommes, car Antoine aussi est un homme maintenant, les hommes sont rentrés tard. Les aisselles enfiévrées par la manche, poussant leurs ombres longues qui s'entre-heurtent sur les cailloux mauvais du chemin. L'observateur fictif, épars avec le soir dans l'odeur du grand sureau face à la porte, les voit entrer, même silhouette et casquette en suée, nuque mêmement brûlée. Vaguement mythologique, comme le sont toujours père et fils, double temps se chevauchant dans l'espace d'ici-bas. Le père se ravise, il vient pisser sous le sureau. Il a un regard terreux, quelque chose de noir. La porte se referme, la nuit patiente vient, la chandelle s'allume,
On les voit tous les trois par la fenêtre penchés sur la soupe. La louche dans la main de Juliette va et vient. Un grand papillon effaré cogne aux vitres. Du vin coule, beaucoup de vin, dans le seul verre du père. Soudain, il regarde Antoine, visage d'encre dans la pénombre. Un peu de vent agite les ombelles peureuses du sureau. Elle se penche, effleure la vitre. De la chandelle, une flamme plus claire jaillit. Et dans le regard dévoilé d'Antoine, cette morgue, cette dignité sans cause, exaspérée, indifférente. Alors dans la cuisine, on crie. Une grande ombre gesticulante bondit aux poutres, puis rampe. Des chaises heurtées croulent. Le père est debout. Brandit quelque chose qu'il maudit, jette à terre. Un verre plein. Un livre peut-être. Et les gros poings assènent à la volée sur la table des vérités qu'on n'entend pas. Les seules vérités, les vérités niaises, terrifiées et hagardes qui parlent d'aïeux, de mort vaine, de permanence du malheur. Et dans ce coin là-bas, corps pauvre, tassé dans l'enconnure du buffet pauvre, ombre, aspirant à plus d'ombre, que fait la mère, qui a renoncé à ramasser les misérables faïences brisées. Elle sanglote peut-être, ou se tait, ou prie. Elle sait une chose, elle est coupable. Enfin, la vieille arrogance patriarcale retrouve son vieux geste définitif. La droite du père se tend vers la porte. La chandelle fléchit, le fils est debout. La porte s'ouvre comme une dalle tombe. La lumière frappe le sureau qui tremble doucement, interminablement. Antoine, un instant, s'encadre sur le seuil, sombre dans le contre-jour, et nul ne sait, sureau, ni père, ni mère, quels sont alors ses traits. Des rossignols, là-haut, élargissent la nuit, ébauchent les routes du monde. Que ces chemins moussus sous ses pieds soient des reins, de fer sur sa tête, ses yeux, ses cieux chantants. Il part. Il n'est plus d'ici. Il se trame là peut-être, encore, entre le père, toujours vociférant, ou soudain muet, la tête dans ses mains, le fils hors de vue, dont le pas décroît que plus jamais on entendra, et l'observateur, quoi, spectral, inexistant, mêlé aux fleurs de sureau, et même, plus disparaissant qu'une odeur dans la nuit, plus vain que la floraison brève de l'année 1867. Se trame encore une vague réalité brutale et lourde, comme de vieux tableaux ou de chapiteaux romans. Une réalité qu'à demi je perçois et que je ne comprends pas. Et la chandelle s'éteint, un sureau. Peut-être vers Saint-Gousseau entend-on la porte vermoulue de l'église grincer, mais c'est aussi bien celle d'une étable, ou deux branches ennemies dans un fourré. Des étoiles fuient ou des salamandres d'or quand on bat le briquet derrière les vitraux baignés d'herbe. De quoi encore se plaint la nuit, où des chiens s'exténuent, aveugles et tenants. Quel vieux drame de famille se perpétue dans la gorge des coqs. L'ombre crossée des fougères s'est ôtée. Des épées de lumière barrent les chemins, à moins que ce ne soit la lune enfin levée sur des bouleaux.
reste tout simple. Un autre jour pareil, il faut encore faucher, par exemple, le pré du Clair, qui n'est qu'une pente, une combe de brouillard dans le souffle noir des sapinières, vers le col de la Légée. On y entend une seule faux. Des griffes débusquées trous la brume, des injures brusques sortent de terre. À peine suspendue, la faux invisible retombe. Quand le brouillard s'élève, les Jacquemin, les Décembre, les fils Joanneau, qui coupent aussi vers la Légée, voient le père seul. Il fauche à contre-pente. Midi ne l'apaise pas, l'aplomb de l'après-midi l'exaspère comme un thon, il faut jusqu'à la nuit pleine. Les fils Joanneau, qui sont partis les derniers avec des rires, sont depuis longtemps devant la soupe. Seuls témoignent encore les grands sapins, inabordables et proches, en eux-mêmes et pour eux seuls chuchotants, sourds à tout ce qui n'est pas leur deuil. Le père, entre ses dents, appelle sur eux le feu de Dieu. Ils rentrent. Imaginons-le sur ce chemin sombre. Le visage qu'on devine est épais, mais tracé fortement. L'arête du nez, tanné, lui, les tirelles, les joues hautes, les sourcils précis. Un grand air, donc. La moustache là-dessous est celle des morts de ce temps-là, celle de Blois, des généraux sudistes, puissante et machinale, propre à l'uniforme, au patriarcat, aux poses rigides. Il s'arrête parfois. Il lève la tête vers les étoiles. C'est pour savourer l'instant où proche, sous la lampe, il verra Antoine revenu, l'enfant au sifflet d'aulne qui lui sourit. On voit alors ses yeux chauds, malicieux, comme enfantins. Puis il repart plus vite, la casquette l'escamote, il n'y a plus que la mâchoire de bois, brutalement désespérée, c'est un vieux. Quand il prend le sentier du châtain et qu'on le regarde venir, il ressemble beaucoup à celui que fut Toussaint Peluchet, mais que cette démarche pesante de paysan ne nous abuse pas, car il porte sur l'épaule quelque chose de miroitant et de magique, de péremptoire, une faux qu'il pose devant la porte, et elle tombe avec éclat sur le seuil, tant sa main tremble. Antoine n'est pas là. Juliette, dont l'enveloppe mortelle dans mon esprit et dans ses pages est presque totalement érodée, comme elle dut l'être de son vivant même, escamotée sous les multiples tournures, le capulet à la Chardin, les atours informes de Madone nièce, de vieillarde, et que pourtant, je dois bien imaginer déjà courbée, tirée par les ans, avec encore deux grands beaux yeux. Juliette est debout, une main peut-être étreignant un dossier, un rebord, et au creux de l'autre main tenant comme un oiseau ramassé après la pluie la relique. Pourtant, nul n'est mort et apparemment nul ne va naître. Le père la regarde en suppliant, muet. Ou peut-être pense-t-il, et il s'emporte. Pourquoi fallait-il qu'Antoine le prît au mot? À son tour, il étreint un meuble, un dossier. Il s'assied longuement. Se relève, reste debout. Alors c'est elle, sans doute, qui s'assied. Il n'y a plus que le bruit semblable de la pendule, et dehors vaguement les mêmes oiseaux qu'hier. Elle se lève, et ainsi toute la nuit, où la chandelle se consume jusqu'au bout, mais c'est déjà l'aube de juin, les deux dépositaires du fils implorent l'avenir mat et creux, arpentent leur pauvre mémoire inépuisable, l'instant sur eux pesant de tout son poids de ciel nocturne. Tout cela peut-être cette conscience d'un temps désormais brisé où le passé démesurément va croître et prématuré. Ils attendent Antoine en tremblant, en se rassurant, en se torturant l'un l'autre. La passion de l'espoir dans son tourbillon les prenant, les rejetant, les laissant pour morts en leur insufflant vie, un peu de vie qu'elle reprend, jette dehors aux chiens, servilement rapporte avec l'éclair d'un souvenir, un oubli bref, le reflet ponctuel d'un battement d'horloge. Le père attendit 1, 2 ans,
peut-être 10. Le pignâtre morne des travaux et des jours remplit ce temps que j'éluderai. Le père cependant mûrit. La graine d'absence en lui germa. On pouvait croire seulement qu'il dépérissait l'espoir. Un jour enfin, on doit penser qu'il fut quitte du réel. Il y eut quelques événements. Le premier, un matin de Pentecôte où le saint, flanqué du bœuf, hissé sur un brancard à dos d'homme, pauvrement cossu entre des mains rugueuses, sort face au chemin, se rafraîchit aux feuilles neuves, des deux bras appelle à lui les morts et délivre du mal les vivants, et entre appareils paysans et prêtrailles, sourit là-haut, impassible et doré sous le ciel bleu ou l'averse. On vit ceci. Tel l'antique patron, aux mains ouvertes et non moins que lui absent, figurant une ombre ou un souhait, perpétuant quelque chose qui peut-être ne fut pas, Toussaint Peluchet, le taciturne, souriait. À la lanterne des morts, le saint, comme toujours, s'arrêta d'un coup d'œil égal, encore une fois, vérifia les vallées profondes, les bois, les hameaux et leurs cœurs souffrants, l'horizon vaste de ses paroisses. Des petits paysans en surplis agitèrent des grelots, un vent froid passa dans un silence, des phrases latines se perdirent, les villageois s'agenouillèrent. À l'écart un peu debout, magnifique, total et solitaire, telle l'image arrêtée. Arrogant comme un diacre et patient comme un bœuf, le père, toujours ravi, tenait dans sa main, ballante, quelque chose qu'on ne voyait pas, comme on tient une plume ou la main d'un petit enfant. Une autre fois, et cela ne le vit que les murs de la vieille maison à face aveugle dressée violente et muette. Dans la chambre d'Antoine, il ouvrit en tremblant un des 3 livres. Peut-être l'expression confuse être si claire et la mécanique incompréhensible des passions que médusées il comprenait dans Manon Lescaut l'étonnèrent-elles davantage que tout ce qu'il avait lu à ce jour. Peut-être le vieux moine glossateur de Benoît lui souffla-t-il au hasard de la première page ouverte que si un des frères se montre attaché à quelque chose, il importe qu'il en soit aussitôt privé. Et que si de lui-même il bannit ce quelque chose, son salut plus âpre en sera plus sûr. Mais peut-être l'Atlas, plus sûrement, lui ouvrit-il les chemins du Fils, tous les aboutissements possibles d'une errance commencée un soir de fenaison, dont il était lui Toussaint l'instrument, tous les chemins possibles sauf la mort. Le Fils était là, quelque part sous ses yeux, où il n'était plus. Enfin, une année, Fiéfié de chez Décembre l'aida pour les labours. Il revint ce printemps-là, l'été, et de plus en plus souvent. Oh, c'était un être un peu simplet, porté sur la boisson. Il devait parler trop vite et abondamment. Il fallait qu'il fût très maigre et de mains tremblantes, qu'il eût l'œil larmoyant dans la fièvre d'une face brique effondrée.
Il gîtait dans une mansarde déjà abandonnée alors et dont je connais aujourd'hui les ruines dans des ronciers, loin de tous, par nécessité plus que par goût, près de la Croix du Sud. Oui, il s'était peu à peu mis à l'écart de son père et de ses frères, les Décembre, et avait dévalé la pente doucette et machinale des journaliers buveurs. Vivant de rien, mais du vin qu'il faut pour 4. N'étant ni homme mûr, ni jeune homme vieilli, mais simplement ivrogne, partout moqué, un peu, ou rudoyé par les pires, mais accueilli à la table parce qu'il avait 2 bras dont il fallait bien qu'il se servît la semaine s'il voulait le dimanche se les rouer d'alcool noir. Sans déprendre, comme de tout il s'était dépris. Ces jours-là, au sortir tourbillonnant des bistrots de Châtelus, Saint-Gousseau, Mourioux, il s'affalait dans la nuit, au hasard d'une grange, dans des gerbes de cils, et se parlait à lui-même, avec des rires d'orgueil, des décrets, des emportements, jusqu'à ce que les enfants du village à Palouche vinssent, et lui jetant en pleine face un seau d'eau, dans sa chemise, l'éclair froid d'un orvet, emportasse sa royauté fragile, éparpillée dans des rires qui s'enfuient. On les vit donc ensemble, fiéfiés, claudiquants, capricants, dans l'ombre du vieux, toujours bien droit, dominateur, lointain. Ils attelaient les bœufs dans la courette et partaient solennellement. Féfiés au timon appelaient les lourds fronts bouclés, les raillant à grands éclats de voix gueulardes, sautillant et contrefaits, comme un marche à terre ou un bouffon élisabétain. Et le vieux, tout debout à l'avant du tombeau, raide, la moustache toute blanche maintenant, les roues sous lui grinçant. Que dans les bistrots de Châtelus, Saint-Gousseau, Mourioux, dans les dires nés du vin que la fatigue décuple, dans les palabres des journaliers, et de là dans les maisons où les hommes les rapportaient, avec la nécessité de parler querelleuse affrontée à la femme, et inéluctable des soirs d'ivresse, Antoine ressuscita. Il était, disait Fiéfié, en Amérique. Fiéfié, il est vrai, n'avait aucun crédit, et on s'en fut beaucoup moqué. Si l'on eût su que par sa bouche, et quoique trahi des autres qui parlaient, le vieux bannisseur, l'énigmatique, le péremptoire. On lui prêta donc l'oreille défiante, secrètement exaltée en envieuse, qu'on prête aux prophètes, dont je veux croire que Fiéfié avait l'organe glapissant, l'allure déguenillée et le logis d'once. On parla donc de l'Amérique et de l'ombre là-bas d'Antoine. Et Fiéfié, comme ses auditeurs voyaient en l'Amérique un pays semblable au canton jouxtant ceux qu'on connaît par ouï dire, mais où l'on ne va jamais, au-delà de Laurière, de Saint-Sauvia, sur l'autre versant du Montjouet ou du Puy des Trois Cordes. Un pays fortuné mais périlleux, coupe-gorge, caravansérail, où il y a des sinailles de ronces, des canaans de fêtes de village, plein de filles perdues mais qui vous aiment, et de destins splendides ou désastreux, ou les deux ensemble, comme les destins sont toujours dans les pays du Sud. Il voyait là Antoine, le petit Antoine, avec ses traits presque d'enfant qu'on lui avait connus 10 ans plus tôt, et qui ne vieillirait plus. Et lui trouvait peut-être quelque occupation louche et fatale qui convint à sa morgue, à sa douceur têtue, à ses silences. Macron, ou mécanicien, la casquette d'Apache sur l'œil et menant une locomotive à train d'enfer, et les yeux alors dans sa face noircie avaient toujours cette dignité crâne, indolente. Antoine avait écrit du Mississippi, de la Nouvelle, du Nouveau-Mexique, pays barbare au-delà de Limoges. Et rien, après tout, ne me permet, avec rigueur, d'affirmer que ces lettres que nul ne vit ne furent pas. Peut-être,
Leurs signataires, en effet, conduisaient-ils des locomotives noires sous le soleil jaune de la lointaine El Paso? Peut-être, hein, la seconde ruée de Californie avait-elle charrié ce brin d'âme du châtain dans son flot de gaillardes, de rixes, d'orpailleurs féroces et de candeurs perdues? Peut-être marchait-il enivré d'un appareil mythique, viril massivement, Stetson confédéré, Colt Yankee, vendant le pire et voleur de chevaux, poussant sous lui la nuit des multitudes à cornes rasiées sur la frontière. Il se souvenait alors à l'aplomb d'un sein d'un petit bœuf de cire. Ou, sobre surnaturellement, il vivait en bourgeois dans un petit métier, dans un pavillon de planches à l'orée du désert, avec une femme qu'on prenait pour son épouse légitime, qui allait à la messe en gants blancs dans l'église baptiste, mais qu'il avait gagné au dé dans un bordel de Galveston ou de Baton Rouge. Ou encore, là, avant des côtes plus lointaines, qu'il aurait relâché aux Antilles, sur un morne violet et dans le giron d'une douce. À moins qu'aux Açores, comme le matelot des mémoires d'outre-tombe qu'il n'avait pas lu, il se fût fait bénédictin. C'est ce que je penserais. Mais lui, Toussaint, ne disposait pas du matériel nécessaire pour penser cela. Rive langagière, imagerie d'Épinal ou d'Hollywood. De l'Amérique, il ne pouvait désespérément rien se représenter. Cependant, il savait que le fils avait 2 jambes, que sur la mer peut-être un vapeur avait relayé. Il savait ce qu'était une locomotive, le goût de l'or et un bordel. Il peut imaginer Antoine dans l'un de ces 3 états, ou de ces 3 lieux. Les éléments que lui seul connaît et qu'il bricolait entre eux pour camper plausiblement le fils américain étaient autres que les miens, plus restreints sans nul doute, mais d'agencement plus riche, plus libre, plus étonnant. Enfin, dans le petit atlas, il avait lu ces noms. El Paso, Galveston, Baton Rouge. Oui, il les avait lus. Car l'atlas aujourd'hui s'ouvre tout naturellement à la page plus jaunie de l'Amérique du Nord. Les noms que j'ai dit, des villes que j'ai dites, sont soulignés d'un crayon malhabile, d'un trait épais et gras, comme en laissent les marques de menuisier. Le père, l'auteur des jours du fils et l'auteur maintenant de sa part nocturne, la faux machinalement sur l'épaule, mais aussi oiseuse désormais et superbe que la hampe du roi psalmiste, lentement arpentait les chemins, parlait aux corneilles, concevait El Paso. Il se campait devant Fiéfié, le regardait faire, narquois mais impavide, à peine complice, avec une application rieuse. Le paillage gesticulait plus vite, sautait de mot en botte, le harcelait les bœufs, jouait son rôle. Le père, satisfait, lissait sa moustache, se retirait à l'ombre d'une oreille et s'asseyait grandement contre un tronc. Le soleil se couchait sur sa terre gâtée. Là-dessus, le fils épars, le glorieux corps américain, faisait de l'or en Californie. Eux donc, dans les champs, mais inutiles, ils célébrant on ne savait quoi, comme s'ils eussent été dans une église, dans un foirail, sur une scène de théâtre. Et là-bas, dans la maison noire qu'on devine au détour des haies, la mère, dont le mot Amérique jamais ne passa les lèvres. Relique en main, marmonnant
les noms de Sainte-Barbe, Sainte-Fleur, Saint-Fiacre. Le réel, ou ce qui se fut donné pour tel, reparut. Imaginons-les. Fiéfié et Toussaint, un petit matin de brume, partant pour Mourioux, à la foire aux cochons. Ils ont des perles de brouillard aux moustaches, ils sont heureux en traversant les bois, le rôle bien en main, vivant d'eux-mêmes, sans demander à quiconque ratification de leur joie modeste, inventée modestement. Ils poussent devant eux, non sans cérémonie, quelques cochons indociles. Ils blaguent. Qu'ils profitent de cet instant où j'entends leur voix rire dans la montée des 5 août. Les voilà à Mourioux, situons-là entre l'église immuable et droite, les panonceaux dorés perdus dans la glycine fleurie ou défleurie de la façade du notaire, et la fenêtre où je pourrais écrire ces lignes. Le lieu qui fut, peut-être, celui-ci ou un autre tout semblable, où la vérité, selon Toussaint Peluchet, vacilla. La foire faite, ils allèrent boire chez Marie Jably avec des maquillons. Très vite, sans doute, Fiéfié fut noir, délaissa les marchandages et se mit à parler haut et fort selon son cœur. L'Amérique reparut parmi les buveurs. Et Antoine, gradement, marchait dans cette terre sainte, faisait de grands gestes là-bas vers tous ceux-ci. Le vieux, engoncé dans sa cravate noire et le col dur des jours de foire, de noces, les mythes raides et fabuleuses de l'autre siècle, absurdement pendus aux épaules malaisées des paysans, le vieux ne pipait mot et laissait pérorer, fier, tacite, indulgent, comme un auteur abandonnant à son nègre la tâche ingrate et subalterne du dialogue. Alors, d'un groupe de jeunes gens, une voix narquoise, catégorique, tout à coup s'éleva. La voix d'un fils joanneau qui revenait un peu mirliflore, je pense, et avantageux, avec des souliers vernis ou encore ses grosses épaulettes de sergent, de Rochefort, où il avait fait son temps sous les drapeaux. La voix infatuée, catégorique et mirliflore, comme la réalité elle-même, entrant en bottes vernis dans un bistrot de campagne, affirma ceci. Le fils n'était pas en Amérique. On l'avait vu de ce côté-ci, à la chaîne, et deux par deux, sous les huées des poissardes. Il embarquait sur le port pour le bagne de Ré. Le père ne s'y a pas. Il regardait longuement devant lui, comme engourdi. Pesamment, il mit son chapeau, paya son verre, à voix haute salua et sortit. Fiéfié s'emporta, mais on ne l'écoutait plus. Sa parole étonnée redevint celle sans écho d'un ivrogne un peu niais. Chancelant sous le poids d'un courroux trop grand pour lui, qui le rendait stupide, il passa la porte à son tour avec navrement, avec une douleur aiguë qui le stupéfia de n'être imputable ni au manque de vin, ni au rire des enfants. Le paillasse, dit le vieux, bien droit, qu'il attendait debout près de l'abreuvoir, adossé au murmure sempiternel et cristallin du filet d'eau sous la glycine. Qu'il rentre au châtain sous la pluie, la nuit, peu à peu les serrant contre elle dans son manteau de châtaignier. Fiéfié glapissant comme un renard en chasse, et les seuls lourds souliers ferrés du vieux.
Ce nouvel épisode de l'histoire d'Antoine fit le tour du canton, où sa logique sombre l'accrédita. Les savants commérages qui exaltent les effondrements éclatants et décuplent la splendeur par la chute, s'emparèrent du bagne, comme ils l'avaient fait des Amériques, mais comme si l'un était le couronnement des autres, une suite écrite d'une main différente et plus noire, mais digne de son antécédent et pour tout dire nécessaire. Le vieux avait cru faire l'économie de la croix. Son histoire en était prématurée peut-être, et certainement incomplète. À l'ascension autoglorieuse, le Mirliflor, le Judas, offrait l'aubaine d'un Ecce Homo. Ce qu'il en fut réellement, nul ne le sait. Antoine fut peut-être heureux et américain, Rochefort, où les forçats meurent drus, où il fut les deux, dans l'ordre qu'on voudra. On put l'embarquer à coups de fouet à Saint-Martin-de-Ré vers Cayenne en Amérique pour accomplir lointainement la fiction paternelle, autant que les prophéties carcérales éparses dans le petit Manon Lescaut qu'il avait lu avec amour. Mais aussi bien, il a pu disparaître dans la solitude vulgaire d'un indicible emploi de boutique ou d'écriture, en chambre d'hôtel déteinte, que la lumière oublie, dans la banlieue de Lille, ou d'El Paso. Juliette abandonna, elle mourut. Les deux autres survécurent sans démordre. Quant au père, rien ne paraissait changer. La révélation qui pour lui n'en était pas une, ou hérésie qui lui put pourfendre, la parole des fils Joanneau ne l'entama pas. Il n'entra pas dans la polémique. Seulement dans les chants, son pas devint plus vif, comme si quelque urgence l'emportait, et plus sonore, plus impérieux, les noms des villes lointaines jetés aux corneilles. Il appelait ses disparus. Et ces disparus, peut-être, lui souriaient, prévenant comme ils le sont tous. Il portait bellement sa faux, et les soirs, où vers Châtelus, on salue la Saint-Jean ou Notre-Dame d'Août, par de grands feux qui dessinent l'horizon, il regardait longtemps les clartés, et y voyait, mignonne comme à 20 ans, Juliette montée dans la nuit vers le Fils. Il manœuvrait dans la légende. Fiéfié cependant, qui le suivait comme son ombre, qui avait été sa parole et qui était son ombre, Fiéfié restait sur terre, lui, et il souffrait. Chaque dimanche, inlassablement, il refaisait l'expérience de la déroute dans les bistrots de Châtelus, Saint-Gousseau, Mourioux, où le vin n'avait plus saveur que de vin, où la dérision était redevenue son lot qu'il ne pouvait plus endurer, car on l'avait une fois écouté, et ayant goûté à l'assentiment des autres dans la parole souveraine qu'il avait un instant investie, il ne pouvait plus souffrir la frivolité de son public et sa désaffection totale, soudaine, irrémédiable. Il s'asseyait sans un mot aux tables bancales, et le premier litre basculait dans le matin,
Et larmoyant, stupéfait, les yeux navrés, il buvait seul jusqu'au soir. Alors un plaisant libérait le mot « Amérique !» Féfé s'en emparait, la face bouffonne et prophétique, tendue, avec un masque béat, se relevait. Il hésitait un peu, mais les perfides regards et l'aiguillon du vin le décidaient, et rouge, pressé, convaincu, de mot en mot s'exaltant, se levant à demi, un peu plus, tout debout, il publiait « L'innocence du Fils, le règne lointain du Fils, la gloire du Fils !» Les grands rires éclatants soudain le suffoquaient. Et comme là-bas, sous les bâtons des argousins, le petit Antoine, pieds et poings liés, était jeté là dans le bistrot. Et puis les injures, les coups, les chaises renversées. Et un mouriou dans des bouffées de glycine, près du cimetière venteux de Saint-Gousseau, où Juliette défaite dormait. À Châtelus, sur la place ventue, plantée d'ormes, et partout dans la nuit, Fiéfier, magistralement, s'effondrait, déblatérant, remâchant l'Amérique avec du sang et des gravats jusqu'au sommeil plein de heurts, où il voyait Toussaint et Juliette, lui fière, et elle brillant comme une mariée, emportée au grand galop dans le cabriolet, qu'Antoine aux 8 reflets, exultant, tout droit sur le siège du cocher, menait à bride abattue dans la descente de l'Allégé, sur la route de Limoges, des Amériques et de l'au-delà. Derrière eux, Fiéfier courait et ne les rejoignait pas. La semaine, hiver comme été, le temps était pour eux deux ce qu'il est quand il n'y a plus de femmes. Chaotique, indéterminé, enfantin, sans grâce, sans hybridité de l'enfance. Fiéfier arrivait tôt de la Croix-du-Sud pour sa besogne, qui n'était plus qu'un pèlerinage, avec sa besace emplie d'un bazar de pèlerins, tête d'outil rouillée, pignon, bout de ficelle, peut-être des sifflets de bois frais. Ils sortaient un peu pour leur morne prestation dans les quelques champs que la jachère boudait. Sans bœufs maintenant, ils plantaient des choux dont ils vivaient, ramenaient le blé noir dans un mouchoir. Ils mangeaient longtemps à des heures farfelues. Les quelques vieilles qui les fréquentaient encore, curieuses et par charité, les mères Jacquemin, l'antique Marie Barnouille, leur passant par la fenêtre des restes de jambon, un fromage blanc, des verdures. On put les voir alors dans la longue cuisine, indisciplinément sale et embarrassée. Elles apercevaient en se baissant la tête de Toussaint, impassible, au haut bout de la table, avec dans son dos la fenêtre de derrière, tempétueusement indistinct et nimbé, comme un pantocrator. Et Fiéfier, sans répit, galopant d'un bout à l'autre de l'espace dévasté, à lui seul plusieurs, buvant au lit, touillant le ragoût, desservant la table, pour encombrer les bancs ou le fourneau, toujours buvant, coupant le pain, évoquant quelqu'un. Et les vieilles qui riaient, s'apitoyaient, en remontant le chemin, ils ne pourraient rien nous dire de plus, car s'ils doutèrent, ce fut pour eux seuls, sans qu'ils dussent pour cela céder à quiconque, et s'ils triomphèrent, ce fut encore pour eux, pour leur cuisine et leurs ombres, dans ce lieu patiné qui ne les offensait pas, pour ces spectres inoffensifs, loin du monde peuplé d'oreilles incrédules et de bouches pleines d'offenses. À 5 heures, Fiéfier lâchait son litre et chavirait, dormait sur un banc, ou à terre, la tête dans des sacs. Et Toussaint, un peu penché, le regardait dormir, avec indifférence, peut-être, avec tendresse. Un jour, enfin, le paillasse ne vint pas. C'était l'été, j'imagine. Ah non, c'était en août. Un beau ciel machinal se pencha sur les moissons et les bruyères, jeta des ombres crues sur la maison des Peluchets. Les vieilles restées au village, veilleuses toutes noires sur leur seuil, patientes comme le jour et augurales, virent Toussaint s'encadrer dans la porte sombre. Il interrogea l'azur vaste et le vol plus bleu des corbeaux. Il entra dans l'état pour voir on ne sait quelle besogne ou une pensée. Il regarda lui à la pénombre les pauvres vieux bœufs inutiles. Il les appela par le nom. Il se souvint que Fiéfier d'autre temps avait sautillé tout heureux au timon
Il revint dans la courette. Et il resta campé là, près du puits froid. Avec les vieilles, contemplant une fois encore, mais ensoleillée, la casquette prolétaire, héraldique, surplombant sa moustache ivoire. À midi, son attente lui rappela avec un serrement de cœur une autre attente qu'il avait oubliée, car il aimait Fiéfié sans doute, quoiqu'il l'injuriât le plus souvent. Fiéfié, qu'il appelait patron, avec qui il avait bu du mauvais café, veillé Juliette morte, opiniâtrement maintenu le fils en ses métamorphoses, qui chaque dimanche pâtissait pour des morts et un presque mort dans l'opprobre et le vin, sous les points mauvais, c'est-à-dire parmi les vivants, qui avait eu une enfance lamentable, une vie pire, mais qu'une mémoire empruntée avait tant anobli qu'il ne commerçait plus qu'avec des anges et des ombres. Dans le tohu-bohu d'une histoire fondatrice qui l'emportait glapissant et se jouait de sa vie souffreteuse jusqu'au martyr, inclusivement, nécessairement. Fiéfé décembre, qui, tout de son long sous le soleil épais, était couché dans les ronciers de la croix du Sud, mort. Une vieille le découvrit au plus chaud de l'après-midi, à 2 pas de son taudis, la face contre terre, parmi des envols de guêpes. Les plaies à sa tête saignaient avec les murs. Les prairies peinturées de papillons et de fleurs embaumaient dans le soir les fleurets. Un pan de sa veste, rigidement arrêté dans sa chute par d'intraitables épines et comme empesé, ombrait sa nuque débile avec une grande délicatesse. Peut-être avait-il reçu des coups, mais aussi bien ivre, il avait pu trébucher dans des ronces épaisses ici et cruelles comme des lianes du Nouveau Monde, et se fracasser triomphalement le front sur la caillasse, ça on ne le sut jamais. La vieille qui descendait à Châtelus alerta la brigade. Quand les chapeaux bordés arrivèrent, leurs grandes ombres à tricornes chevauchant de reîtres et de démons projetés loin par le soleil bas, ils virent, dans ce commencement de nuit, le vieux, à genoux, sans casquette, la ceinture de flânère défaite, pendant de sa culotte. Il serrait dans ses bras le pantin mort et pleurant, répétait d'une voix têtue, étonnée, de reconnaissance et de reproche. « Toine ! Toine !» On jeta sur le cadavre un manteau de cavalerie. Les yeux ouverts qui ne l'armoiraient plus disparurent. Une breloque à la hussarde orna les cheveux mal couverts du gueux. Le vieux appela son fils doucement jusqu'à la mise en terre, dans le cimetière de Saint-Gousseau, sur quoi soufflait le vent. Le reste tient en peu de mots. Toussaint n'appela plus personne, il survécut à Fiéfié comme aux autres, il les mêla peut-être, et ensemble pétrit et repétrit leurs ombres pour grossir sa grande ombre, celle dont il vivait, qu'il ensevelissait et lui donnait vigueur. Il y ajouta l'ombre bonasse et lente des bœufs qui moururent eux aussi. Mais qu'est-ce donc que quelques années encore de vie quand on est riche de tant de pertes? Il lui restait sa faune, le puits, l'horizon invariable. On ne parla plus d'Antoine quant à Fiéfié, qui n'en avait jamais parlé.
2 ou 3 vieilles, les plus humaines, dans le meilleur ou le pire, visitèrent jusqu'à la fin. Prator écroulé dans sa cuisine à froide crypte, découpé tout droit sur sa fenêtre de derrière, byzantine et mousseuse, lumineuse et verte. Parfois la pourpre de digital y teintait. Les maris posaient sur la table crasseuse les mûres, les confitures, le pain inévitable. Elle lui racontait de sempiternelles histoires de mauvaises récoltes, de filles engrossées, de souleries tumultueuses. Le vieux dodelinait un peu, il avait l'air d'écouter, sérieux comme un gendarme, moustachu dignement, comme à Appomattox, après la reddition, le général Lee. Tout à coup, il semblait se rappeler quelque chose. Il frissonnait. Sa moustache, que la clarté portait, tremblait un peu et, se penchant vers Marie Barnouille, il clignait des paupières d'un air matois et disait, fier et confidentiel, un peu rengorgé, « Quand j'étais à Bâton Rouge, en 75, il avait rejoint le fils. Quand, de toute évidence, il le tint embrassé, il le hissa avec lui sur la margelle pourrie du puits, dans quoi, fougueusement, ils se précipitèrent, un, comme le saint et son bœuf, leurs bras étreints, leurs yeux riants, leur chute indiscernable, balayant des scolopendres et des plantes amères, éveillant l'eau triomphante, la soulevant comme une fille. Le père cria en se brisant les jambes, ou le fils. L'un maintint l'autre sous l'eau noire jusqu'à la mort. Ils furent noyés comme des chats, innocents, balourds et consubstantiels, tels deux de la même portée. Ensemble, ils allèrent en terre, sous un ciel en fuite, dans la bière d'un seul, au mois de janvier 1902. Le vent passe sur Saint-Goussot. La terre, certes, fait violence, mais quelle violence n'est-elle pas payée? Le vent passe sur Saint-Goussot. La terre, certes, fait violence,
Mais quelle violence n'est-elle pas connue? Le couvert miséricordieux cache la terre malade. Il pousse des histoires niaises, des familles fêlées. Du vent, le soleil surgit comme un géant, comme un fou, et puis il s'éteint, comme s'est éteinte la famille de Peluchet. On dit ainsi, hein, quand le nom cesse de s'appareiller à des vivants, seul le prophète encore débouche son langue. Piment avec obstination dans le vent, fier, glatis, le père tonne, dans une saute se repent, se rachète quand le vent tourne. Au cimetière de Saint-Guy, Le fils n'a jamais fui vers l'ouest. la place d'Antoine La mer, plein, aura des bruyères. S'il y reposait, il serait enterré n'importe où. Au hasard de C'est mort. dans la 5e rang. Il m'a laissé la place. Au cimetière de Saint-Gousseau, la place d'Antoine est Fin de race, moi, le dernier à me et souvenir c'est de la lui. dernière. Je serai gisant. Alors, S'il y reposait, je serais enterré n'importe où, au hasard de ma mort. mes os seront n'importe qui, et tout aussi bien Antoine Peluchet, près de Toussaint son père. Mais oui, ce lieu venteux m'attend. Ce père sera le mien. Bon, je doute qu'il n'y ait jamais mon nom sur la pierre, mais il y aura l'arceau des châtaigniers, l'inamovible vieux en casquette. De petites choses dont ma joie se souvient. Il y aura chez un lointain brocanteur une relique à 2 sous. Il y aura de mauvaises récoltes de blé, un sein naïf et délaissé, des épingles que le cœur battant y plantèrent des filles mortes il y a 150 ans. Les miens, ici et là, dans du bois pourrissant. Les villages et leurs noms. Et encore du vent. Mon amie Françoise va passer le chapeau parmi vous, si vous voulez bien mettre votre participation. Merci pour votre générosité. Et puis vous savez qu'il y a un buffet partagé avec ce que les uns et les autres ont apporté. Et même si vous n'avez rien apporté, vous pourrez prendre un petit morceau de ce que vous voudrez. On se change et on vient vous retrouver. Je vous donne le chapeau à Françoise.